Les victimes du conflit Tekeya comptent bénéficier des vivres et non-vivres, une assistance du gouvernement central. Tout en remerciant le gouvernement, ils implorent tout de même le retour de la paix dans le Mai-Ndombe. À Beni, attaque terroriste dans la localité de Maboya sur l'axe routier Beni-Boutembo, une incursion des rebelles identifiés par la population comme miliciens ADF. Le bilan fait état de 5 morts et des maisons incendiées. Des violents heurts opposant policiers et manifestants ont eu lieu à N'Djamena. Des centaines de personnes se sont réunies pour protester contre la prolongation de la période de transition de l'actuel leader Mahamat Idriss Déby qui s'achevait ce jeudi. Et en sport, 4 tirs contre 3. Les Dauphins noirs de Kinshasa poursuivent la Ligue de champions africaine avec la phase de poule. C'est en séance au tir au but qu'ils ont battu le Rail Club Kadiogo du Burkina Faso. Kadiogo qui rencontrera le FC Saint-Éloi Lupopo en match de barrage de la Coupe de la CAF. À chaque heure, un nouveau journal sur Télé 50. Bienvenue à tous. Les sinistres du conflit Tekeyaka dans la province du Mai-Ndombe ont reçu ce jeudi à Bandondoville l'assistance du gouvernement central constituée notamment des vivres et non-vivres. Les bénéficiaires ont exprimé toute leur gratitude. Ils ont également appelé les autorités à s'impliquer davantage pour le retour de la paix dans cette province. L'aide humanitaire du gouvernement central en espèces, en vivres et en non-vivres remise ce jeudi à Bandondoville concerne 500 familles des sinistrés venus de la province du Mai-Ndombe, plus précisément de Kwamount, Misiala, Kambangu et Mitwiku. Merci, À ce jour, l'on compte près de 30 000 sinistrés depuis le début des accrochages au mois d'août dernier entre Tekeyaka. La distribution de l'aide humanitaire qui a débuté ce jeudi se poursuivra pendant plusieurs jours. Nous allons aller dans tous les Kwilu et Kwangu, notamment aussi Mai-Ndombe. Là où il y a les déplacés, nous allons les assister et faire les rapports au gouvernement. À Bandondoville, la délégation gouvernementale, conduite par le ministre de l'intégration régionale et francophonie, Maître Didier Mazenga Mukanzu, a reçu un accueil chaleureux des différents partis politiques membres de l'Union sacrée. Encore des pertes en vies humaines et d'importants dégâts matériels. On parle de l'attaque terroriste qui a visé la localité de Maboya sur l'axe routier Beni-Boutembo en territoire de Beni. Les auteurs de cette nouvelle attaque armée identifiée au ADF par la population et les officiels ont fait incursion dans cette agglomération de la chaufferie de Bachou vers minuit ce jeudi. Ils ont tué des civils et incendié des maisons, y compris des bâtiments du centre de référence local qui a été réduit en cendres. Au moins 5 personnes ont péri dans cette attaque, parmi elles un médecin et 2 patients. Jusqu'à 9h, c'est jeudi. Les maisons incendiées la nuit brûlaient encore. Au centre de santé des références de Maboya, il n'y restait plus rien. Bâtiments et matériel rendus en cendres. Aux côtés de la sœur, docteur Sylvie, médecin traitant au centre de santé de Maboya, 2 des malades qui étaient internés dans la structure sont morts, calcinés. Habitants, tout comme religieuses, membres de la même congrégation que la sœur Sylvie décédée, sont inconsolables. Des morts également dans des quartiers où quelques maisons de commerce et d'habitation ont également été incendiées et des biens pillés. Certaines familles recherchent encore les leurs qui ne répondent pas à l'appel jusqu'ici, craignant que ces personnes disparues aient été soit tuées, soit entraînées en brousse par les assaillants, qui étaient nombreux et bien armés, confirment certains témoins, ici à Maboya. Quand je les ai vus, ce sont des ADF. J'ai dormi là au-dessus, vers cette fenêtre-là. Ils sont venus très nombreux. Nous estimons que c'était les ADF parce qu'ils parlaient les langues arabes, les swahili et les lingala. Ils ont attaqué vers 0h45 comme ça. Outre le centre de santé et le centre commercial de Maboya, les assaillants ont également attaqué simultanément la position de l'armée de la place. 2 épouses de militaires ont également été tuées, rapportent les habitants. Il y a plusieurs nombres déjà disparus
emportés par des ennemis. Au courant de la journée, des mouvements de population ont été signalés. Certains habitants de Maboya préfèrent quitter le milieu pour trouver le refuge dans certaines agglomérations voisines et supposées sécurisées, dont la ville de Butembo, plus au sud. Processus électoral, la Commission électorale nationale indépendante a réceptionné le premier lot de kits d'identification d'enrôlement des électeurs devant servir à la formation des préposés au centre d'inscription. C'est le questeur adjoint de cette institution qui a réceptionné les matériels à l'aéroport international de Njili en provenance de Séoul, en Corée du Sud. Cette première livraison concerne 500 machines qui ont été reçues en deux phases. La première arrivée à 18h et la seconde à minuit. Mandatée par le président Denis Kadima, Madame Sylvie Birembano a précisé que ces nouveaux matériels aux normes requises sont bien adaptés aux besoins opérationnels de la Commission électorale nationale indépendante. Nous avons réceptionné le 19 septembre le premier lot de kits d'enrôlement venant de notre partenaire Miru System, qui nous a permis de faire des tests grandeur nature. Et à l'issue de ces tests, la CENI a formulé des orientations pour que les kits soient bien adaptés aux besoins opérationnels de la CENI. Et après cela, notre partenaire Miru System vient de nous envoyer un lot important de kits d'enrôlement qui vont nous servir à la formation des membres des centres d'inscription et du personnel qui va encadrer ou superviser cette opération. Voilà l'objet de notre visite. Le premier lot vient de tomber et le deuxième lot arrive aujourd'hui même. À 0h, nous aurons le deuxième lot. Et donc, nous sommes en train d'aller tout droit vers la révision du fichier électoral. Ce premier lot réceptionné servira à la formation des préposés au centre d'inscription et du personnel qui va superviser l'opération d'identification et d'inscription des électeurs sur les listes électorales. En parlant de la Corée du Sud, la série d'animation sud-coréenne Kyoka va officiellement être diffusée sur Télé 50. Après quelques essais, l'ambassadeur sud-coréen a remis la licence de diffusion à Télé 50 par le biais de son patron Jean-Marie Kassamba. La licence a été accordée par la plus grande chaîne de Séoul, Arirang TV. C'est un fructueux partenariat qui s'annonce entre Arirang TV, chaîne de télévision sud-coréenne, et Télé 50. L'ambassadeur sud-coréen revient pour la seconde fois dans les locaux de la chaîne la plus suivie en RDC, cette fois pour remettre officiellement la licence pour la diffusion de la série d'animation Kyoka. Kyoka, une série qui met en avant les aventures d'une jeune fille espiègle. Le dessin animé est diffusé dans près de 100 pays du monde à ce jour. L'ambassadeur Cho Jae-chel a remis officiellement au patron de Télé 50 les documents comportant la licence accordée à la chaîne congolaise. Un motif de satisfaction pour l'ambassadeur sud-coréen en poste à Kinshasa est très actif dans la consolidation de la coopération entre les deux pays. Ces films d'animation coréens sont aimés par le peuple du monde entier. Yeah, and I sincerely hope through this animation. Je pense qu'à travers ces films d'animation, l'amitié entre nos deux pays se renforcera davantage. And again, je voudrais vraiment ici exprimer ma gratitude de voir que ce film d'animation est déjà aimé par le peuple congolais. Avec ce nouveau partenariat, Télé 50 se confirme comme une chaîne sans frontières de renommée internationale, la télévision panafricaine vitrine de la RDC dans le monde. Lancement des activités d'incubation des jeunes agripreneurs de la deuxième cohorte. Il s'agit du projet d'entrepreneuriat des jeunes dans l'agriculture et l'agrobusiness PEJAB. La cérémonie a été présidée par le ministre de l'Agriculture au Centre d'appui au développement intégral dans la commune de Maloko. Le projet d'entrepreneuriat des jeunes dans l'agriculture et l'agrobusiness PEJAB, projet sous tutelle du ministère de l'Agriculture, vise à former les jeunes entrepreneurs dans n'importe quel maillon de la chaîne agricole. Pour le coordonnateur national du PEJAB, cet événement marque une phase à la fois nouvelle et décisive du projet. Pour sa part, le ministre de l'Agriculture, Désiré Mzinga, qui a remercié tous les partenaires, ce projet vise avant tout l'émergence de la jeunesse congolaise selon la vision du président de la République. En cette journée de lancement, le 19 octobre,
soit 2 jours après la journée mondiale de l'alimentation, nous voici ici réunis non seulement pour célébrer le go de la 2e cohorte, mais aussi nous projeter dans l'avenir de l'impact que ce projet aura pour les prochaines journées d'alimentation. J'en appelle donc à la conscience collective de tous ceux qui auront des responsabilités dans les centres, de miser sur les objectifs du projet et d'orienter leur gestion sur l'atteinte des résultats. Présent à cette cérémonie, le ministre de la Jeunesse, Yves Bunkoulou, a pour sa part salué cette initiative qui tombe à point nommé. Le projet d'entrepreneuriat des jeunes dans l'agriculture et l'agrobusiness vient matérialiser les attentes du chef de l'État qui veut que le sol prenne la revanche sur le sous-sol par la création des richesses et faire des jeunes entrepreneurs les futurs millionnaires par la création des entreprises agricoles. Toujours soucieux du bien-être de ses électeurs et de son Sakania natal, le ministre national du Sport et Loisirs, Serge Condé, a procédé au lancement des travaux de construction d'un pont d'une capacité de 40 tonnes qui reliera la cité de Sakania à la mission catholique avant de visiter la grande famille salésienne avec les pères salésiens de Don Bosco et les filles de Marie Auxiliatrice de la paroisse Saint-Dominique. C'est une voie de passage qui épargnera principalement des milliers d'élèves de l'Épée, Lubembe et Tchengeleni, ainsi que ceux des écoles secondaires Boussandou-Louchi et Tchengeleni de passer par le creux de la rivière portant le même nom avec tous les risques possibles. C'est une route qui devrait relier la cité à la mission catholique pour faire une circulaire sur la cité de Sakania. Écoutez, ce sont des travaux qui ont été abandonnés et aujourd'hui les enfants souffrent pour traverser le creux de la rivière pour aller à l'école qui est vers la montagne. Et on a pris l'initiative de venir non seulement poser la première pierre, mais lancer définitivement les travaux sous fonds propres. Parce que, écoutez, nous devons accompagner les actions du président de la République qui veut le développement à la base. Dans sa politique de proximité, l'élu double brassard de Sakania a rendu visite mercredi aux pères salésiens de Don Bosco et aux filles de Marie Auxiliatrice de la paroisse Saint-Dominique Savio, où il a personnellement reçu sa formation scolaire à partir de l'école primaire. Là encore, Serge Condé n'a pas manqué de poser des gestes de générosité en apportant sa contribution pour les travaux de finissage des toilettes et latrines pour les élèves. Pour moi, c'est une grande joie et nous tous, et surtout sa simplicité, de venir nous visiter simplement. Et ça nous donne une grande joie. Vous voyez, se dirige vers l'école, saluer les enfants. À cela s'ajoutent les travaux de finissage de la grande salle de spectacle des filles de Marie Auxiliatrice d'une capacité d'accueil de 400 personnes. Le gouverneur de la province du Haut-Katanga a reçu en audience le ministre tanzanien de l'information et nouvelles technologies, Napenoye, est venu dans la capitale du cuivre pour participer au forum organisé sur les nouvelles technologies de l'information et de la communication qui se clôture ce jeudi. Le gouverneur de la province du Haut-Katanga, Jacques Kabula Katwe, a échangé ce mercredi 19 octobre avec le ministre tanzanien de l'information et nouvelles technologies. Napnaouye séjourne à Lubumbashi pour participer au forum sur les nouvelles technologies de l'information. Les deux personnalités ont échangé sur différents sujets qui cadrent bien entendu avec la consolidation de la paix sociale entre les Congolais et les Tanzaniens. Les deux pays frères veulent justement élargir leur coopération dans d'autres domaines, notamment dans la construction des infrastructures des bases pour le bien-être de leurs populations respectives. Étant ministre de l'Information, Napnaouye veut voir les médias du Haut-Katanga et ceux de la Tanzanie travailler en collaboration afin de donner les informations les meilleures à leur peuple. Najua tulikuja kwa ajili ya mkutano wa kuangalia maeneo ya kushirikiana zaidi. Vous savez, nous sommes venus pour une rencontre qui vise des échanges de développement en ce qui concerne les nouvelles technologies de l'information et de la communication pendant les assises de 2 jours. Voilà pourquoi je suis venu remercier le gouverneur du Haut-Katanga pour les très bonnes organisations, mais aussi je suis venu pour lui faire part de mon souhait de le voir lui et quelques organes de la presse venir en Tanzanie pour que l'on sache échanger des expériences étant donné que je représente la presse officielle dans mon pays, la Tanzanie.
Le conseil spécial du chef de l'État en matière d'infrastructure, David Moukeba, conduit une délégation dans la province du Haut-Lomami, une mission qui porte sur l'identification des besoins en infrastructure pour une réponse adéquate pour le développement de 145 territoires. C'est une délégation de la présidence de la République conduite par David Moukeba, conseiller spécial du chef de l'État en matière des infrastructures. D'abord, les civilités au vice-gouverneur Louis Camartin, représentant Isabelle Kalenga Mouchimbi, gouverneur du Haut-Lomami, en mission d'itinérance à Malembankulu. Peu après, l'envoyé de Félix Tshisekedi a présidé une réunion avec les techniciens de l'Office des routes et ceux de l'Office des voiries et drainage. David Moukeba s'est livré à l'exercice de briefer les responsables du secteur d'infrastructure en province et tous les participants. Il veut identifier à fond les vrais besoins en cette matière sous toutes ses formes dans les Haut-Lomami. Nous sommes ici, comme vous pouvez le constater, à la tête d'une délégation sur instruction personnelle du président de la République. Il nous a instruit de pouvoir venir faire un état des lieux ici sur place avant même le lancement de l'ambitieux programme du développement à la base de 145 territoires. Le président de la République, pour la route nationale numéro 1, c'est la colonne vertébrale même de la RDC. Les autorités du Haut-Lomami sur place ont soumis au nom de la gouverneure et de leur population les vœux de voir l'industrie d'exploitation du lithium être érigée sur place dans le Haut-Lomami. Vous avez compris, c'est avec des images amateurs. Le gouverneur de la province du Haut-Ouélé a rendu les derniers hommages au directeur de la direction de trésor et d'ordonnancement de l'exécutif provincial. La cérémonie d'adieu a été organisée à Ibambi, une agglomération située à une 60aine de kilomètres d'Issiro, la capitale provinciale, en présence de plusieurs personnalités et anonymes. Aéroport Issiro-Matari, il est 14h heure locale quand le gouverneur du Haut-Ouélé, Christophe Bassia Nanga, prend possession du tarmac pour accueillir le dépouille des deux fils de la province. À la manœuvre, l'équipe funéraire embarque d'abord les cercueils du défunt directeur des trésors et d'ordonnancement décédé à New Delhi en Inde avant celui du justicier de la CENI Wamba décédé à Kinshasa. Juste après, le cortège funèbre prend la direction du centre-ville pour une escale au siège de l'administration du cabinet du gouverneur avant de filer sur Ibambi pour cette veillée mortuaire à l'église CK16 où priaient les illustres disparus. Toujours en présence du gouverneur, pour les adieux principalement à celui qui était son conseiller le plus audible. Je rends mes hommages les plus déférents à son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, président de la République, garant de la paix et de la sécurité nationale, sans lesquels ces obsèques ne seraient pas organisées en toute quiétude. Le regretté Jimmy Bat a été pour moi un technicien chevronné, un collaborateur digne et loyal qui, fort de son expérience, a ainsi permis à la province de mieux organiser la chaîne de dépenses. Cérémonie terminée, Jimmy Batou, 68 ans d'âge, est conduit dans sa dernière demeure, entouré de ses proches, tout comme Willy Babine Senge, 51 ans, tous inhumés dans la terre de leurs ancêtres. Dans le Congo, le député Doug Kolongo, élu du territoire de Kasongo-Lunda, réunit la population de sa circonscription électorale ressortissant vivant à Kinshasa. Au regard de la situation qui inquiète la population de Congo, il apporte un message d'espoir et d'encouragement pour la province. Les ressortissants du territoire de Kasongo-Lunda vivant à Kinshasa dans le district de Tchangu ont répondu présent à l'appel du député Dogoulungu, élu de la province du Kwango, dimanche 16 octobre dans la salle de compassion du quartier 3 dans la commune de Massina. Au cours de cette causerie morale, l'homme qu'ils appellent affectueusement Yabetou Mossi s'est livré à une série de questions directes qui exposaient le besoin de sa localité. Nous avons voulu rencontrer cette population du Congo ou de Kasongo-Lunda, cette population qui a tant souffert, pour leur donner un message d'espoir, un message de persévérance, un message qui va travailler de telle en sorte que cette population trouve aussi sa place dans notre pays. Nous avons ici des notables qui ont représenté les territoires, les jeunes de la province, de nos mamans qui sont venus nous accompagner. Donc ça a été un moment de partage. Nous comptons accompagner les chefs de l'État. Nous travaillons pour que les chefs soient en mesure de gagner ces élections
mais nous voulons aussi que nous puissions avoir, n'est-ce pas, la majorité au Parlement. Donc nous ne travaillons pas seulement pour les élections, mais nous voulons travailler de telle en sorte que cette population du Congo puisse finalement se retrouver. Tout est bien qui finit bien, c'est avec une note de satisfaction que s'est clôturée cette journée. L'on pouvait lire l'image de joie à cette population qui était une fois joyeuse de voir leurs fils et frères. Et puis le secrétaire général de l'Union pour la démocratie et le progrès social, Augustin Kabouya, a été accueilli chaleureusement à Kisangani par l'Union pour la réussite du Congo URCO, parti cher à Simon Ikamba, qui n'est jure que sur la réélection de Félix-Antoine Tshisekedi aux élections de 2023. L'Union pour la réussite du Congo URCO en sigle, parti cher à Simon Ikamba, existe depuis 2019. Derrière la vision du chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, ce parti a un muscle très visible dans la réalisation pour soutenir le chef de l'État, alors qu'ils n'ont ni député, ni ministre, encore moins un mandataire. Nous sommes à Kisangani, dans la province de la Chopo, où une délégation des IRCO conduite par Godin Poy, président de la Ligue nationale des jeunes, est allé accueillir Augustin Kabouya, le secrétaire national de l'UDPS, et voici les résultats. Des foules venues de tout le coin de Kisangani pour accueillir le secrétaire général de l'UDPS sur fond propre de l'IRCO, au rythme et couleur du parti. Selon la vision de Simon Ikamba, surnommé Petit Béton, un jeune Congolais de 35 ans qui ne jure que sur la réélection du président Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Et l'ambiance en dit quelque chose. L'Union pour la réussite du Congo marche toujours aux côtés de l'UDPS dans les idéaux qui visent le développement de la RDC et le bien-être des Congolais. Après Kisangani, IRCO continue sa mission d'installation des fédéraux et adhésion sur l'étendue du territoire national, en préparation de la victoire de Félix Tshisekedi aux élections de 2023 pour un second mandat. La Fondation Trésor Moutiki a érigé un mausolée en mémoire de 70 jeunes décédés le 11 septembre 2020 au site minier de Détroit, près de Kamituga, dans la province du Sud Kivu. Outre cette action, elle a lancé les travaux de construction du pont Kamala. De la terre roqueuse de Kamituga est sorti ces mausolées, dont de la Fondation Trésor Moutiki, qui l'a remis officiellement aux familles des victimes décédées 2 années passées suite à l'éboulement dans un site minier et a demandé aux autorités de la mairie de Kamituga d'en faire un bien communautaire. Trésor Moutiki a en outre posé la première pierre de construction du pont Kamala dans les territoires de Mwenga, comme annoncé dernièrement. Travaux qui seront effectués par une synergie du territoire en vue de donner le travail aux jeunes. Poursuivant sa série d'actions, le PCA de la TMF a effectué un geste de générosité au lycée Sebiera, promouvant l'éducation de la jeune fille. En plus, 100 sacs de ciment ont été offerts à l'ISP de Kamituga pour sa réhabilitation après un incendie. Marathon d'assistance du PCA de la TMF qui donne les sourires aux orphelins de Kamituga, mais également une visite auprès du professeur Kaningini Boniface du département de chimie aquatique pour un échange sur la formation des jeunes du Sud Kivu dans ces domaines vitaux de l'alimentation. Je pense que c'est arrivé dans la bonne oreille. Il peut compter sur nous, il peut compter sur l'expertise des laboratoires de l'unité d'enseignement et de recherche en hydrobiologie appliquée. Et que donc nous allons l'accompagner pour qu'il transforme son rêve en réalité. Enfin, Trésor Moutiki a clôturé sa journée en réconfortant les joueurs de l'OC Mongano au stade de la Concorde de Bukavu. Et puis l'évangéliste itinérant Néron Bongo a effectué une visite de réconfort moral à la famille du prophète représentant visible de l'église Bon Nouveau Message d'Isolélé Isaac, décédé le 20 août dernier à Kinshasa. Très consterné par la mort inopinée du prophète et représentant visible de l'église Bon Nouveau Message, d'Isolélé Mpungu, Wafadi Soa Isaac, intervenu depuis le 20 août dernier à Kinshasa, l'évangéliste itinérant Néron Mbungu s'est d'abord rendu ce mercredi à la résidence de d'Isolélé Mpungu Isaac, actuel chef de l'église,
pour lui témoigner sa compassion en ces moments de douleur. Les successeurs du fondateur de l'ex-église des 12 apôtres a remercié infiniment son hôte pour ses réconforts moraux. Nerombungu est allé consoler et fortifier la veuve du prophète d'Isolélé. Touché, Thérèse Manandi a exprimé lui aussi sa gratitude pour son assistant. Et pour marquer son passage, l'évangéliste Mbungu a apposé sa signature dans les registres des condoléances mises à sa disposition, l'occasion pour l'autorité morale de l'ASBL Ma Famille d'inviter les fidèles à rendre les derniers hommages dignes et mérités à ces grands hommes de Dieu, prévu le 28 octobre prochain à l'esplanade du Palais du Peuple avant son inhumation dans le Congo central. J'ai des larmes aux yeux parce que souvent quand je venais ici, mon papa se tenait debout alors pour m'accueillir et profiter de l'opportunité pour alors présenter mes très sincères condoléances le plus émues, d'abord à la famille biologique de papa et aux membres de l'église Ebenem. À en croire Thérèse Manandi, l'initiateur de la structure Ma Famille, Nerombungu, est la première autorité qui s'est présentée à la résidence du défunt pour partager avec la famille éplorée ces moments de tristesse. On quitte l'RDC pour parler des violents heurts opposant policiers et manifestants qui ont eu lieu ce jeudi en Djamena. Des centaines de personnes se sont réunies pour protester contre la prolongation de la période de transition de l'actuel leader Mahamat Idriss Déby qui s'achevait ce jeudi. Ce rassemblement a causé la mort d'une trentaine de personnes, dont une dizaine des membres des forces de sécurité, a annoncé le porte-parole du gouvernement tchadien. On compte aussi des blessés, mais pas des chiffres précis pour l'instant. Parlons du Royaume-Uni qui traverse un chaos politique. La première ministre Liz Truss démissionne de son poste juste après 44 jours de règne, contesté au sein de son propre parti et décrié par l'opinion publique. La première ministre britannique a annoncé sa démission aujourd'hui. Benjamin Moudiata pour les détails. 44 jours, c'est le nombre de temps qu'elle aura fait en tant que première ministre, la plus éphémère de l'histoire du Royaume-Uni. Ce jeudi, après avoir résisté et gardé la tête haute, après son humiliation au Parlement, Liz Truss a annoncé devant les 10 Downing Street sa démission au lendemain d'une journée catastrophique pour son gouvernement. La première ministre doit sa démission à sa gestion de l'appareil gouvernemental britannique devenu intenable, chose qui a poussé l'opinion publique à la contester. Elle a personnellement affirmé, je cite, « Vu la situation, je ne peux pas remplir les mandats duquel j'ai été élu par le Parti conservateur. » Fin de citation. Un nouveau scrutin interne aura lieu au sein de la majorité d'ici la semaine prochaine pour remplacer la première ministre durant le mandat duquel ont été organisées les obsèques de la reine Elisabeth II. Après la démission mercredi de la ministre de l'Intérieur et une soirée sous haute tension tournant à la foire. D'un poigne au Parlement, les tabloïds anglais arguaient déjà une possible démission. Selon un responsable du Parti conservateur, le nouveau Premier ministre britannique sera désigné d'ici au 28 octobre. Et parmi les favoris à la succession de Liz Truss figure en tête l'ancien ministre des Finances, Rishi Sunak, candidat malheureux lors de la phase finale du processus de désignation du chef du Parti conservateur. Alors, on revient au pays, on parle de sport avec les interclubs de la CAF. Match très difficile pour les Dauphins noirs de la capitale. Ce jeudi, l'SVT Club n'a pas su faire le poids au temps réglementaire. La distinction est finalement arrivée à la séance de tir au but. 4 contre 3, ils ont battu le Rail Club Kadiogo. La phase de groupe de la Ligue de Champions est bien ouverte pour ce club, ce seul représentant congolais encore en lice. Et en Coupe de la Confédération de la CAF, Saint-Éloi Lupopo rencontrera le Rail Club Kadiogo du Burkina Faso. Prenons les titres. Les victimes du conflit Tekeya comptent bénéficier des vivres et non-vivres, une assistance du gouvernement central. Tout en remerciant le gouvernement, ils implorent tout de même pour le retour de la paix dans le Maïndombe. À Beni, attaque terroriste dans la localité de Maboya sur l'axe routier Beni-Boutembo, une incursion des rebelles identifiés par la population comme miliciens ADF. Le bilan fait état de 5 morts et des maisons incendiées.
Des violents heurts opposants, policiers et manifestants ont eu lieu ce jeudi à N'Djamena. Des centaines de personnes se sont réunies pour protester contre la prolongation de la période de transition de l'actuel leader Mahamat Idriss Déby qui s'achevait ce jeudi. Et en sport, 4 tirs contre 3, les Dauphins noirs de Kinshasa poursuivent la Ligue de champions africaine avec la phase de poule. C'est en séance au tir au but qu'ils ont battu les Raïa Club Kadiogo du Burkina Faso. Kadiogo qui rencontrera le FC Saint-Éloi Lupopo en match de barrage de la Coupe de la CAF. Vous l'avez compris, ce journal est complètement terminé. À tous, merci de l'avoir suivi. L'actualité reste en continu.